intro. Oui, franchement, il paraît que c'est en train d'être enregistré. Vous m'entendez bien tout le monde? J'imagine, j'assume que oui. Je vais partager mon écran qui est ici. Alors voilà. Et boum! OK, tout le monde voit bien la diapo qui est là. J'assume que oui. Donc, merci tout le monde. Franchement, merci au comité organisateur. Merci. Je salue en passant le dévoué comité étudiant pour avoir été moi-même membre de cet illustre comité pendant quelques années. Je sais à quel point ça prend du dévouement et à quel point ça donne de l'énergie de participer à ces activités-là avec des collègues. Je note que le comité étudiant maintenant est constitué de 9 membres. À l'époque, on était seulement 4. Donc, franchement, c'est en plein essor. Bravo, félicitations. Et ben voilà, merci tout le monde. Dans le fond, je vais présenter aujourd'hui d'où je viens un peu pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Et je vais présenter quelques résultats concrets des travaux récents en Sibérie. Donc, c'est pour ça que la photo sur la diapo ici n'est pas très typique, je dirais, des milieux nordiques au Québec que vous connaissez, j'imagine. Donc, on n'est pas au-delà de la limite des arbres. Il y a quand même de la vie et on est dans un paysage typique de la Sibérie orientale. Et donc, j'aime bien le mot sentinelle. Attendez. Est-ce que ça change? Oui, c'est bon. J'aime bien le mot sentinelle dans le titre. Bon, on connaît tous toute la signification, je dirais, militaire de la sentinelle, mais je trouvais encore plus intéressant, par extension, la deuxième définition, donc qui permet de surveiller une situation ou de témoigner d'un processus. Et donc, je pense, je vais essayer de démontrer que les lacs en zone de pergélisol peuvent être considérés comme des sentinelles, des intégrateurs, des acteurs des changements climatiques, changements environnementaux. C'était d'ailleurs au centre d'un numéro spécial de Limnology and Oceanography il y a une douzaine d'années. Et même si on remonte encore plus loin dans le temps, il y a plus d'un siècle, le fondateur, si on pourrait dire le père fondateur de la limnologie, François Forel, le naturaliste suisse, avait déjà compris qu'un lac, ce n'est pas un compartiment, c'est pas qu'un simple compartiment avec de l'eau dedans. Donc, il y a des échanges constants qui se font. Ça communique avec le reste du monde. Il y a des échanges qui se font avec l'atmosphère, donc des échanges gazeux, mais aussi de l'exportation, de l'importation de matières organiques, minérales, dissoutes, particulières. Donc, vraiment, les lacs au centre finalement des processus qui se passent aux alentours dans le bassin versant et comme aussi, je vais en parler tout à l'heure, comme enregistreur, comme témoin des changements du passé. Donc, je pensais à ça cette semaine. Mon premier séminaire ou ma première présentation au colloque du Centre d'études nordiques, si ma mémoire est bonne, date de décembre 2002, ce qui ne nous rajeunit pas. Donc, il y a des gens ici qui me connaissent déjà, qui sont peut-être tannés de m'entendre radoter. Il y a des gens qui m'ont vu à l'époque, qui se demandaient où c'est que j'étais, puis que, bon, sont peut-être curieux de m'entendre à nouveau. Et il y a des gens qui ne me connaissent pas du tout. Donc, quand les gens me disent qu'est-ce que tu fais? Je me définis d'abord je suis un peu sur la défensive. Des fois, je me définis comme un géologue défroqué, c'est-à-dire que j'ai une formation vraiment de géologue. D'ailleurs, j'ai fait mon baccalauréat en géologie à la fin des années 90. J'ai eu comme prof un certain Richard Fortier. J'ai eu comme collègue, presque comme collègue de classe, un certain Jean-Michel Lemieux. Et par la suite, donc, avec cette formation de géologue-là, je me suis plutôt spécialisé en géographie physique. Et le fil conducteur à tout ça, donc avec une thèse, des stages post-doc. Plus récemment, je suis passé presque 4 ans en France. Et je pourrais dire que le fil conducteur de tout ça, en fait, c'est l'évolution des lacs en zone de pergélisol. Donc, la vie, naissance, vie et mort des systèmes aquatiques en zone périglaciaire, on pourrait dire. Donc, finalement, je pourrais presque dire maintenant que je me définis comme, pardonnez le néologisme, un géocryolimnologue. Donc, les lacs en zone de pergélisol.
Alors, le contexte des recherches, du type de recherche que je mène, ça ne surprendra pas grand monde ici, je pense, c'est dans le contexte du réchauffement climatique, donc qui est accéléré ou amplifié dans les hautes latitudes. Ça inclut les observations qu'on a faites depuis les dernières décennies, comme on voit dans la partie du haut ici, donc un réchauffement qui est plus marqué dans les hautes latitudes. Et également, c'est ce que les modèles prédisent ou prévoient pour l'avenir, un réchauffement encore plus marqué des températures dans les hautes latitudes par rapport à ailleurs dans le monde, surtout d'ailleurs dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord. Donc, qui dit réchauffement dans l'air dit réchauffement dans le sol également. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que les modèles prédisent un réchauffement, évidemment, le réchauffement des températures dans le sol. Et le graphique qui est ici, la carte qui est ici montre l'épaississement, l'approfondissement de la couche active d'ici la fin du 21e siècle. Et on voit que les régions vraiment au nord de la distribution de pergélisol, en zone continue, comme le nord du Canada, le nord de l'Alaska, puis de la Sibérie également. Donc, on prévoit un approfondissement de la couche active, un réchauffement des températures dans le sol. Mais ça, c'est ce que les modèles disent, c'est ce que les modèles nous annoncent, c'est un réchauffement qu'on pourrait dire qui est graduel, progressif dans le temps et qui est aussi, on pourrait dire, uniformément réparti ou répandu dans l'espace. Or, ce qu'on voit, pardon, ici, j'ai de la misère à switcher mes diapos, excusez-moi. Par contre, ce qu'on voit sur le terrain, au-delà ou peut-être en plus d'un réchauffement graduel et répandu, on voit des phénomènes qui sont plutôt associés à du réchauffement qui est très abrupt et localisé dans l'espace. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler des cratères qu'on a vus dans la péninsule de Yamal depuis quelques années, donc dans le nord-ouest, dans le nord de la Russie, et aussi des glissements de terrain dus au dégel, les thaw slumps, les retrogressive thaw slumps. Et aussi, je vais vous montrer un exemple ici qui vient de la Sibérie orientale. Donc, on n'est pas loin de Yakoutsk et on est dans des dépôts très anciens, donc du pergélisol qui a en général un âge fin Pléistocène. Donc, on parle de 20 000 ans et au-delà. Et ce qu'on voit ici, j'espère que vous allez bien voir le vidéo, c'est un drone qui se promène dans un ravin d'érosion thermique. Donc, on voit la fonte de ces coins de glace-là de plusieurs mètres d'épaisseur puis de largeur, de profondeur. Donc, c'est un ravin qui fait 12 ou 13 mètres de haut, qui a en l'espace, en à peine quelques semaines, qui a entamé, on le voit ici, un volume très important de sol gelé puis de coins de glace massive. Et on voit aussi que tout près de là, il y a un aqueduc qui passe, il y a une route qui était là avant. Et donc, on voit aussi toute la sensibilité du sol qui n'est maintenant plus en équilibre avec le climat actuel. Donc, ça ne prend pas grand-chose pour déclencher des phénomènes très localisés, mais très abrupts, qui ne sont pas pour l'instant considérés dans les modèles. Donc voilà, vous avez une vue, un peu plus une vue d'ensemble ici, les photos avec la vidéo qu'on vient de voir. Et donc, ces processus-là sont pourtant, vont avoir des impacts énormes sur l'hydrologie locale et même, on pourrait dire, régionale, sur le transport de sédiments, on pourrait dire sur la dynamique écologique forestière. Donc, il y a des impacts qui sont considérables sur les milieux naturels et même sur les infrastructures. Et pour l'instant, comme je dis, ces phénomènes-là sont peu intégrés ou pas encore intégrés dans les modèles d'évolution du climat. Donc, moi, c'est un peu ça qui me drive, qui me fait me lever le matin. C'est, dans le fond, l'idée de base dans la recherche que je fais, c'est quoi les impacts de la dégradation du pergélisol en réponse au changement climatique. Donc, les impacts sur les paysages et en particulier sur les paysages aquatiques. OK. Donc, les grandes questions, dans le fond, il y a trois grandes questions qui m'animent là-dedans et qui vont orienter des axes de recherche. Donc, la première grande question est vraiment d'ordre, on va dire, spatial ou géographique. C'est quoi les différences spatiales dans les processus de dégradation du pergélisol? C'est quoi le rôle joué par les facteurs locaux, la topographie, le type de sol? Donc, le pergélisol ne se dégrade pas à la même vitesse ni à la même ampleur partout dans le monde. Il y a des raisons pour ça.
qui sont reliés aux conditions locales, la topographie en place. Et ça, c'est une des grandes questions. L'autre grande question, c'est, une fois qu'elle est mobilisée par le dégel, comment va se comporter la matière organique, la matière minérale, qu'elle soit particulière ou dissoute. Donc, on parle vraiment de transferts latéraux au sein des écosystèmes aquatiques. Puis, c'est quoi l'influence là-dedans du bilan hydrique des lacs? C'est-à-dire, il y a des lacs qui sont en expansion, il y a des lacs qui se drainent. Donc, il y a toute une dynamique, je pourrais dire, hydrologique, même paléo-hydrologique, qui va influencer les transferts, les flux de matière au sein des écosystèmes aquatiques. Et puis, troisièmement, je dirais la question plus temporelle maintenant, c'est quoi les variations à court ou à moyen ou à long terme, par exemple, entre les saisons, entre les siècles, les millénaires? C'est quoi les variations temporelles dans les flux, les échanges entre les lacs, les écosystèmes aquatiques, leur bassin versant et l'atmosphère? Donc, ces trois grandes questions-là, je pourrais dire, sont... Oui. Est-ce que vous voyez toujours... Je pense qu'il y a un petit décalage dans mon écran, peu importe. Donc, les trois grandes questions sont à la base de l'approche méthodologique que je suis qui est vraiment à l'interface des sciences de la Terre et des sciences de l'eau. Donc, premièrement, si je pourrais partir de l'amont vers l'aval, des processus géocryologiques, géomorphologiques qui ont attrait à la dynamique du pergélisol. Donc, une fois que le pergélisol dégèle, ça va mettre en marche une série de processus. Donc, les lacs de thermokarst, donc les lacs de dégel, vont intégrer, vont enregistrer, vont être influencés par les processus géomorphologiques en amont et il va tout avoir une dynamique aquatique qui va s'installer, les échanges avec l'atmosphère et aussi, ultimement, les processus physiques, chimiques, biologiques sont enregistrés ou intégrés dans les archives sédimentaires. Dans les archives sédimentaires, donc, j'utilise aussi également des approches, des outils en paléolimnologie ou en sédimentologie. Et le but de ça, c'est de reconstituer par la suite ces processus périglaciaires ou hydrolimnologiques du passé. Et le timing est très bon. Le timing a fait en sorte que je suis intégré maintenant dans un département de géomatique appliquée, donc qui permet aussi d'étendre l'approche, les approches utilisées pour intégrer des outils géomatiques de télédétection, par exemple, de suivi, de monitoring sur place pour suivre ces différentes questions de recherche-là. Donc, j'ai une vision, je dirais, qui est vraiment circumarctique avec des sites d'études. C'est déployé sous différents sites d'études qui sont répartis un peu partout en Arctique, en zone de pergélisol continu, discontinu, et à des sites qui sont aussi, je pourrais dire, riches en matière organique à plus pauvres en matière organique, des sites plutôt minéraux, on pourrait dire. Donc, il y a une demande CRSNG qui a été déposée l'automne dernier. J'attends des nouvelles, on se croise les doigts, mais avec lesquelles il y aurait des collaborations avec plusieurs membres du Centre d'études nordiques, donc des dynamiques, des questions de recherche sur la détection des gaz à effet de serre en milieu aquatique, par exemple, l'hydrologie passée des lacs dans la zone près de Churchill, dans le nord du Manitoba, ou bien aussi des collaborations avec des chercheurs du CERN pour des projets à Cambridge Bay, sur, par exemple, les cycles de gel-dégel dans les sols, donc collaboration avec le collègue Alexandre Langlois ici, et aussi des collaborations avec quelqu'un comme Mila à l'UQAC sur la dynamique, l'accumulation de sédiments puis de carbone dans ces lacs-là. Il y a aussi des projets dans lesquels je suis impliqué. J'ai l'opportunité de participer présentement dans le nord de la Scandinavie. Et aussi, c'est là que je vais en parler un peu plus en détail, en Sibérie, donc qui inclut la dynamique du pergélisol, la dynamique des lacs, les émissions de gaz à effet de serre par les lacs là-bas, et puis aussi des reconstitutions des phénomènes passés. Donc, si vous le voulez bien, de toute façon, je ne vous laisse pas trop le choix, mais je vous propose d'aller voyager pour quelques diapos en Sibérie de l'Est pour voir des résultats récents de ce projet-là. OK, c'est pas encore switché. D'accord. Donc, on est en Iakoutie,
Donc, Sibérie de l'Est ou en République Sakha, c'est une des républiques autonomes de la Fédération de Russie. C'est un territoire immense qu'on voit en rouge sur la carte en haut à droite. On est dans le bassin de la Lena, qui est un des plus grands fleuves au monde, qui est un des grands qui se jette dans l'Arctique. Et on n'est pas loin de la ville de Yakoutsk, qui est la plus grande ville au monde construite entièrement sur le pergélisol, environ 300 000 habitants. Et c'est aussi caractérisé par une amplitude thermique très forte, c'est-à-dire que les températures hivernales peuvent descendre jusqu'à moins 65 durant l'hiver, mais peuvent aussi monter jusqu'à 35 degrés Celsius environ durant l'été. Donc, ce qui fait qu'on a une amplitude thermique d'à peu près 100 degrés Celsius. Et petite note historique pour ceux qui s'intéressent, ceux et celles qui s'intéressent à ça, c'est Yakoutsk, c'est je dirais la Mecque des premiers travaux scientifiques sur le pergélisol. Un puits, le puits à Chergin, qui avait été construit au milieu du 19e siècle pour trouver de l'eau. Ils n'en ont jamais trouvé, mais ça a fait en sorte qu'ils ont fait les premières mesures du profil thermique du sol en zone de pergélisol, qui avait été donc des travaux publiés par Middendorf dans le milieu du 19e siècle. Alors, on est en Yakoussie centrale. Le pergélisol est très épais à cet endroit-là, au-delà de 500-600 mètres d'épaisseur. Très ancien, comme j'ai mentionné, c'est un secteur qui n'était pas englacé au dernier maximum glaciaire. Donc, on a du pergélisol qui est vieux de 20 000, 30 000, 40 000 ans. Et surtout, ce qui caractérise ça, on le voit dans la photo en bas à droite, c'est un pergélisol qui est très riche en glace, avec des coins de glace qui font plusieurs mètres d'épaisseur, très ancien, de la glace massive, dans des sols en général assez fins. Donc, c'est ce qu'on appelle le complexe Yedema, qui est très répandu en Sibérie de l'Est et en Alaska, puis une partie du Yukon. Et ce qui est typique ou particulier à la Yakoussie centrale, c'est qu'on a des formes qui témoignent de thermokarstes anciens, c'est-à-dire qu'on a des grandes dépressions que les Yakoutes, les gens de la place appellent des halas, qui ont une importance d'ailleurs historique et culturelle pour les Yakoutes, et qui sont des anciennes dépressions thermokarstiques qui se sont formées il y a 7-8 000 ans, donc au début de l'Holocène. Et par-dessus ça, ou à côté de ça, il y a des dépressions thermokarstiques beaucoup plus récentes qui sont dues au réchauffement en cours et aussi à l'activité humaine, déforestation, feux de forêt, etc. Donc, on a eu la chance en 2018-19, juste avant la pandémie, on a eu la chance avec notre équipe de chercheurs français d'aller visiter le terrain 4 fois. Donc, durant les 4 saisons, on voulait faire un suivi pendant l'année, 4 snapshots saisonniers. Donc, de gauche à droite, vous avez l'automne, l'hiver, le printemps et l'été suivant. Et le but, dans le fond, c'était de mesurer un ensemble de paramètres limnologiques dans une série d'une trentaine, une quarantaine de lacs, température, conductivité, etc. Et on a aussi échantillonné les gaz dissous, CO2 et méthane dissous dans l'ensemble de ces lacs-là. Et donc, ça, c'est à la base d'une thèse de doctorat qui est en cours présentement. Bon, j'ai encore de la misère avec mon écran, pardon. Donc, on a échantillonné un ensemble de lacs qui pourraient être de plusieurs types selon leur morphologie, leur âge et leurs propriétés hydrologiques. C'est-à-dire que, premièrement, vous avez des lacs au fond des dépressions d'Alas dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ces lacs-là sont peu profonds, sont en général des petites cuvettes au fond des Alas, ne sont pas connectés avec le réseau hydrographique régional. Par comparaison, vous avez ce qu'on appelle des alas plus récents. On pense qu'ils sont plus récents. La chronologie est plus floue là-dessus, mais ces lacs-là sont beaucoup plus larges, beaucoup plus profonds, 10-12 mètres de profondeur, par exemple, et ils sont connectés au drainage régional. Et vous avez aussi, en plus de ça, des lacs thermokarstiques récents qui se sont formés durant les dernières décennies. Et dans le fond, retenez le code couleur qui est ici, donc les vieux lacs non connectés en bleu, les lacs connectés en mauve et puis les lacs thermokarstiques récents en rouge. Donc, si on regarde des profils de température, oxygène dissous, conductivité et pH pour 2 lacs représentatifs, donc un lac en rouge
thermokarstique récent et un lac en mauve à l'as connecté. Bien, on voit qu'il y a une forte stratification des eaux durant l'hiver et ça, on a vraiment démontré, je pense, l'importance des conditions hivernales. C'est de plus en plus, je pense, ça va être de plus en plus important. Et on voit donc que les eaux de surface sont plutôt riches en oxygène, les eaux de fond sont pauvres en oxygène, donc des conditions anoxiques à hypoxiques qui sont favorables à la production de méthane, par exemple. On voit, j'attire votre attention sur les valeurs de conductivité et ici, les valeurs en noir ici pour certains lacs, on a obtenu des valeurs de conductivité extrêmement élevées de plusieurs milliers de micro-Siemens dans ces lacs-là. Donc, ça aussi, c'est typique des lacs de Yacoussy. Et lorsqu'on regarde finalement les concentrations en CO2 et en méthane dans ces lacs-là, donc vous avez les résultats ici, donc de gauche à droite, automne, hiver, printemps, été. La série de graphiques en haut, c'est pour le CO2. La série de graphiques en bas, c'est pour le méthane. Mettons qu'on se concentre sur le CO2 pour l'instant. Ces graphiques-là montrent la concentration dans l'eau par rapport à celle dans l'atmosphère. Donc, lorsque c'est positif, ça veut dire que c'est sursaturé par rapport à l'atmosphère, potentiel source, alors que quand c'est négatif, c'est sous-saturé par rapport à l'atmosphère, donc potentiel puits de carbone. Puis vous voyez le code couleur, donc les différents types de lacs, thermokarstiques récents en rouge et les lacs d'Alas en bleu. Et c'est ce qui est intéressant ici, c'est de voir que ces lacs-là peuvent agir finalement comme puits de CO2 durant une bonne partie de l'année, alors que les autres types de lacs peuvent agir plutôt comme sources, soit des sources faibles dans le cas des lacs en mauve ou des sources plutôt élevées dans le cas des lacs en rouge. Et puis si on regarde le méthane maintenant, bien, on voit que l'ensemble des lacs agissent plutôt comme des sources de méthane, avec évidemment des variations selon les saisons, puis entre les types de lacs. Donc ça, c'est le portrait pour la dynamique moderne. Puis on s'est posé la question aussi, c'était quoi la dynamique dans le temps? Donc, est-ce qu'il y a moyen de remonter dans le temps puis de voir comment s'est comporté le cycle du carbone dans un de ces lacs-là? C'est un lac qui est à l'ouest maintenant de Yakoutsk. On a eu l'opportunité de travailler avec des collègues de l'Alfred Wegener Institute à Potsdam en Allemagne qui, depuis des années, échantillonnent des lacs à travers la Sibérie. Donc, des carottes de sédiments lacustres. Puis on voit ici, c'est à l'ouest de Yakoutsk, le lac Malaya Chabida, qui est un lac plutôt compact, on va dire, 2-3 mètres de profondeur, donc peu profond, assez compact, et où il y a pu avoir une carotte prélevée en 2013, une carotte de presque 7 mètres de long, donc lors d'une expédition germano-russe. Et donc, voici les résultats pour ceux et celles qui sont moins familiers avec ce genre de graphique. Donc, de gauche à droite, vous avez la stratigraphie générale. Après ça, vous avez ici le modèle d'âge basé sur des datations au carbone 14. Et ensuite, dans le milieu, à droite, ici, vous avez le carbone organique total mesuré dans la carotte à plusieurs profondeurs. Et puis, enfin, complètement à droite, vous avez le taux d'accumulation de ce carbone organique-là, donc calculé à partir du modèle d'âge. Et donc, c'est une chronique, si on pourrait dire, une reconstitution des derniers 14 000 ans. Et rapidement, ce que ça nous a permis de voir, c'est que si on considère uniquement le carbone organique, on a 3 unités, donc de la base vers le sommet, une unité plutôt faible en carbone organique avec un faible taux d'accumulation. Et ça, si on se fie au modèle d'âge, on est à la fin du Pléistocène. Et à la transition Pléistocène-Holocène, donc entre 9-10 000 et 12 000 ans avant aujourd'hui, là, on a vraiment une augmentation dans les teneurs en carbone organique total, une augmentation dans les taux de sédimentation également. Et puis, plutôt vers le sommet de la carotte, bien là, on a quelque chose de plus faible en taux d'accumulation, si on pourrait dire. Donc, une variation dans le temps du taux d'accumulation de carbone. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est que il y a eu accumulation assez forte de carbone dans les millénaires passés dans ce lac-là. Donc, si je me résume les dernières diapos, une très grande variabilité dans les émissions de CO2 et méthane dans ces différents lacs-là, entre les types de lacs et entre les saisons également. On a vu aussi que certains lacs, comme les lacs d'Alas, peuvent servir en fait de puits de CO2. L'importance aussi des conditions hivernales, pour des raisons logistiques évidentes, c'est plus rare qu'on ait l'occasion d'aller sur le terrain durant l'hiver, mais on voit qu'il y a vraiment une dynamique qui s'installe à ce moment-là de l'année. C'est important de la documenter. Puis enfin, je dirais l'importance d'avoir une perspective historique
il y a des lacs qui semblent avoir joué le rôle de puits d'accumulation de carbone dans le passé. Donc, je pense que c'est peut-être moins médiatisé présentement, mais il semble y avoir eu des conditions dans le passé où les lacs pouvaient jouer un rôle de puits de carbone. Donc, il y a un grand défi, je pense, pour la modélisation, l'utilité d'avoir des données de terrain. Et si je pourrais revenir au diapo du début, je pense qu'il y a un autre grand défi aussi pour la modélisation qui va être d'intégrer les processus abrupts et localisés en plus des processus, on va dire, répandus et graduels. Donc, en ce qui a trait au dégel du pergélisol riche en glace. Donc, je termine un peu en mentionnant d'autres petites initiatives, soit en cours ou futur, qui, j'espère, vont me permettre de m'intégrer en douceur dans le réseau, dans le CEN, dans le Centre d'études nordiques. Premièrement, à l'échelle, je dirais, institutionnelle, il y a un groupe de recherche animé par mes collègues Alexandre Langlois et Alain Royer, le GRIMP, le groupe de recherche interdisciplinaire sur les milieux polaires. Et j'espère apporter l'expertise pergélisol pour compléter l'expertise sur la neige de mes éminents collègues. Il y a un projet qui a été financé par la FCI qui implique une collaboration d'ailleurs avec l'Université de Montréal, avec Daniel Fortier pour Cambridge Bay. Il y a des initiatives, des échanges qui démarrent aussi avec l'Université d'Uppsala dans le nord de la Suède. Donc, j'espère que ça va être assez dynamique à ce niveau-là. Puis, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, c'est peut-être déjà fait, d'aller voir les posters des membres du GRIMP, Joël, Antoine et Célia. Et aussi, il y a des discussions déjà en cours avec Emmanuel et Michael pour développer du suivi, de l'instrumentation pour suivre les conditions dans les sols, dans les milieux aquatiques. Et ça, je pense que ça va être extrêmement intéressant. Et puis aussi des initiatives, je dirais, plutôt internationales comme T-Mosaic, qui est d'ailleurs, qui fait partie d'un des thèmes de recherche du CEN. Et aussi, je mentionne des initiatives comme un Action Group de l'International Permafrost Association que j'ai le bonheur de coordonner, malgré que ça a été un peu mis au ralenti malheureusement par la pandémie, mais une initiative pour standardiser les protocoles d'échantillonnage sur le terrain, donc en espérant d'avoir un plus grand partage, un plus grand networking de ces initiatives-là. Donc, je termine en saluant bien chaleureusement, en remerciant les collègues, franchement, du Melnikov Permafrost Institute à Yakutsk, avec qui on a une collaboration non seulement pour les aspects logistiques sur le terrain, mais aussi, en fait, c'est vraiment une collaboration scientifique. On est tous co-auteurs sur les papiers que j'ai présentés tout à l'heure, les travaux de recherche. Et j'ai trouvé extrêmement enrichissant d'être impliqué avec les Yakoutes qui travaillent comme scientifiques là-bas dès les débuts du projet. Et puis, je mentionne aussi que les résultats que j'ai présentés tout à l'heure viennent d'être publiés. C'est l'étudiante Lara Hughes Allen que j'ai le bonheur de diriger à l'Université Paris-Saclay, donc qui devrait faire sa soutenance de thèse dans les prochaines semaines. Donc, voilà. Je vous remercie tout le monde. Je vous laisse là-dessus. Je ne vais pas insister sur le projet Frozen Ground Cartoons. Gilles l'a déjà mentionné, mais je vais juste attirer votre attention sur le coin en bas à droite de la diapo. Le prochain produit dérivé, ça va être un truc de réalité virtuelle sur le pergélisol des groupes scolaires de Californie qui communiquent avec des gens de Yakoutsk. Donc, voilà. Merci beaucoup de votre attention.